François Bon, Lovecraft roman. On est le 11 janvier, vous connaissez le processus. On y va tout de suite. Ordi. Alors, dans notre tout petit carnet, on a toujours ces dates semaine par semaine. Et on a donc ici le dimanche 11. On est juste à une journée d'écart par rapport à nous pour le 11. On a 6 lignes aujourd'hui. Et Lovecraft arrive à caser 6 lignes dans la petite case et on a un événement considérable, c'est pourtant tout petit, S.H.A. C'est l'arrivée de Sonia. Alors Sonia, donc ils se sont mariés en avril dernier, on va parler principalement d'elle aujourd'hui. Elle a donc trouvé un travail à Cincinnati et c'est pour ça qu'ils ont laissé l'appartement de Parkside Avenue dans le beau Brooklyn, près de Flatbush, et que Lovecraft donc loue ce petit studio Clinton Street. Elle reviendra évidemment régulièrement. Maintenant, elle va être évidemment un personnage complètement central de cette année, malgré les éclipses, les voyages, les allers-retours. Là, elle revient passer 3 jours à New York. C'est la première fois qu'elle se retrouve avec son mari. Alors, est-ce qu'il va l'attendre à la gare? Si Lovecraft ne précise rien, ça veut dire que tout simplement, il faut arriver à la gare. Elle a pris le métro et la voilà. Il est en fin de matinée, c'est l'heure du déjeuner. On va aller chez Joe's. Alors, vous savez, hier, on parlait, merci, il y a plein de discussions là, qui commencent à... Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on est lancé à faire un travail de recherche collectif, d'enquête, de confrontation, aller voir dans les lettres. On me disait, attention, il écrit Joe's, mais peut-être c'est plutôt chez Jones. Ouais, on a cherché, mais le bistrot Jones, où ils iront extrêmement souvent, soit Sonia et Howard, soit Howard et ses amis, et ce bistrot Jones de Brooklyn qui est extrêmement bien documenté, alors que le Joe's, c'est quoi ce petit bistrot-là où hier on a mangé un ragoût de veau qui n'était pas très bon? Non, là, on n'a pas de piste. Mais, quand au mois de mai, le 4 mai précisément, ils commenceront d'aller chez Jones, eh bien, Lovecraft écrira bien lisiblement dans le carnet Jones. Donc, je maintiens qu'il s'agit d'un Joe. Alors, aujourd'hui, chicken et ravioli. Alors, on peut supposer que c'est Sonia qui prend le chicken. Et justement, peut-être que s'il y a encore de la blanquette de veau, il lui a dit non. Lui prend des raviolis. Et ensuite, on va voir une Madame Moran, et puis pour récupérer le courrier. Alors cette Madame Moran, c'est la propriétaire de l'ancien appartement, Parkside Avenue. Mais cette dame, qui visiblement est à l'aise puisqu'elle loue des appartements dans un immeuble d'un beau quartier. Vous savez que Sonia, donc, qui est née un petit peu au-dessus de Kiev, en Ukraine, elle a eu beau se marier tout d'abord avec un monsieur Green. Le monsieur Green, à son décès, elle n'a pas trouvé les dossiers de naturalisation de son mari et elle, à cause de ça, n'a pas pu se faire naturaliser. Maintenant qu'elle est mariée à Lovecraft, le dossier peut être ouvert, mais il faut des témoins, des gens qui attestent de comment elle vit. Et ça, ce sera donc leur ami Morton qui... Alors, attendons qu'il fasse son apparition dans les petites pages du carnet, et cette Madame Moran. D'autre part, il arrive toujours des papiers là, à Parkside Avenue, donc on va les récupérer. Pourquoi? Sonia travaillait dans une chaîne de grands magasins de vêtements de luxe, et l'été dernier, elle a ouvert sa propre boutique sur la 5e avenue, une boutique de chapeaux à la mode. Et tout ça était merveilleux, ça aurait pu s'arranger, sauf qu'elle a été prise de crise gastrique. On n'a jamais, vous savez, on est en 1925, donc on n'en sait rien. Mais en tout cas, elle est hospitalisée, et après l'hospitalisation, on l'envoie dans un sanatorium dans le New Jersey. C'est pas loin, c'est à 1 heure de New York. Lovecraft va la voir, mais on est à la campagne. Et donc, la boutique
Bah ouais, on est aux USA, c'est dans le libéralisme galopant. C'est pas Lovecraft qui peut aider à construire les étagères, à porter les cartons pour installer les trucs, mais c'est pas lui qui va sauver et vendre les chapeaux. Eh bien, ce sera la faillite, ça va être rude. Et bah, il y a toujours encore là ce truc qui traîne des dettes. Et c'est pour ça aussi qu'elle va partir à Cincinnati, mais même à Cincinnati, elle a dû aller faire déjà 2 fois l'hôpital. Ce truc, ça traîne. Là, on laisse, ça va devenir comme ça aussi une nappe là qu'on va recroiser. Et je pense que quand on parle de Lovecraft, on parle pas assez de Sonia. Et elle, vous savez qu'il y a donc cette toute petite plaquette là qui paraît en 1947, parce que quand on voit maintenant, quand la légende Lovecraft monte, eh ben, Lovecraft a fait l'erreur d'aller à New York, et Lovecraft, pour lui, ben, Sonia, c'était une erreur. Et donc, elle publie ce texte pour rattraper. On en apprend infiniment sur H.P. Lovecraft, et évidemment, je l'utiliserai. Mais elle aussi, bon, d'abord, par exemple, vous savez que Lovecraft, donc ils ont divorcé en 1928, ça a traînaillé, mais en 1933, alors qu'elle est partie déjà en Californie, Lovecraft n'a pas finalisé le dernier papier. Ben oui, c'est la pression des 2 tantes, déjà. Pourquoi elles sont opposées au mariage? Parce que chez les Phillips, on n'a jamais vu qu'une épouse travaille. Par exemple, Sonia, elle propose de venir avec Lovecraft en 1926, de s'installer à Providence. Elle est libre, elle peut trouver partout de ces boutiques de luxe de vêtements. Mais les 2 tantes, non, une femme qui travaille, c'est pas possible. Et elle découvre en 1947, épouse depuis une dizaine d'années d'un docteur Davis, qu'elle est bigame. Vous parlez d'un plaisir. Alors quand elle rédige là, par exemple, dit oui parce que je venais de Cleveland, je repars à Cleveland. Non, Cleveland, ce sera le 2e boulot. Là, c'est bien Cincinnati, c'est tout prévu. On a le nom de la boîte dans laquelle elle travaille. Ça y est, dans mon petit doc d'accompagnement. Pourquoi j'entre dans ces détails? Ben voilà, ce truc de naturalisation, ce truc de santé et ce truc de boulot. Vous voyez, c'est pas simple pour Sonia. Et il va encore s'ajouter une autre dimension. Quand on sort de chez cette Madame Moran, d'après ce que j'ai compris, elle est près de Prospect Park. Moi, j'ai l'air d'en savoir plus, de faire... Non, c'est pas de la sorcellerie ni de la divination. On a donc les lettres de Lovecraft à sa tante, là maintenant, qui vont reprendre. Ah, Houdini, c'est tout bientôt le rendez-vous avec Houdini, et puis vous allez voir Weird Tales qui va commencer aussi. Mais on a, à partir du 22 janvier, recommence, là voilà, on a une longue lettre du 22 janvier, donc à Lillian, qui vient de repartir hier à Providence. Mais justement, il lui raconte tout ce qu'il a fait depuis qu'elle est partie. Voilà, il n'y a pas de mystère, mais on va ajouter toutes ces sources ensemble, et c'est ça qui pour nous va être formidable. Elle habite près de Prospect Park, juste à côté il y a un vieux cimetière, le Green Road Cemetery. Et vous savez, ces cimetières à l'américaine, c'est paysager, c'est des arbres. D'ailleurs, là où est Lovecraft lui-même, à Providence, ce cimetière est un magnifique lieu de balade. La nature au-dessus là, de la Zéconque. Et il aime aussi se balader là dans ce Greenwood Cemetery parce que, évidemment, il y a toujours des vieilles tombes depuis le XVIIe siècle. Et ben lui, il se sert de ces tombes pour faire des listes de noms. Alors, on en a plusieurs de ces listes de noms. Évidemment, Yoshi, l'infatigable, nous en a collecté quelques-unes là-dedans. Alors, on a des listes, par exemple, liste de noms de vieilles tombes hollandaises. Et ça, ben oui, on va se promener à Greenwood Cemetery et il y retournera fréquemment. Ensuite, vous avez Chides for Chalk. Chides for Chalk, Chides for Chalk, Chides for Chalk. Allez, je fais pas le bête parce qu'en plus, moi, les prononciations américaines, oh ben quand je lis là, ça va bien. Quand je suis à New York, je comprends rien à ce qu'ils me disent. Alors Chides, je voulais retrouver là, et j'ai mis dans mon petit PDF. Voilà 3 images de Chides.
Alors, Chives, c'est une chaîne qui a été lancée vers, je crois vers 1890, mais 1920-1930, ils ont 125 boutiques, et évidemment, pour eux, c'est l'heure de gloire. Après, ça continuera, ça va continuer jusque dans les années 1960, figurez-vous. Chives, c'est la dimension, c'est le moderne, c'est la taille. Alors ici, cette image, c'est celui de Philadelphie, et celui-ci, c'est celui de Baltimore, et j'ai même trouvé un menu, vous voyez, de la saucisse alors c'est des cents, 15 cents, ou bien porc haricot, 10 cents, un œuf dur, chacun 5 cents l'unité. Et évidemment, donc là, ils ont pris alors le thé à 10 cents. Est-ce qu'il y a le chocolat? Mug of chocolate. Eh bien, ouais, elle a payé 5 cents, Sonia. Et lui, donc, il a pris ice cream. Est-ce qu'elles sont là, les glaces? Non, elles n'y sont pas. Un sandwich aux huîtres, ou au corned beef, bien sûr. Un sandwich au jambon, voilà ce que c'est Chives. Et il y en a un qui est hyper connu, alors lui, on trouve des photos à tire-larigot, c'est celui de Coney Island. Mais pareil, gardons, on l'aura la visite à Coney Island. Donc, Chives for chocolate et ice cream. Alors on peut toujours se moquer, c'est de bon ton, c'est Lovecraft, c'est la glace à la vanille. Bah oui, il aime la glace à la vanille. Et Sonia nous dit même qu'il aimait le sucré. Par exemple, le thé, il n'en raffole pas, mais le thé, il met beaucoup de lait, beaucoup de sucre, et là, à ce moment-là, il aime ce breuvage parce que c'est un breuvage avec du lait, beaucoup de sucre, et à ce moment-là, il en boit. Et qu'est-ce qui se passe? Il meurt à 46 ans, H.P. Lovecraft. Il meurt embarqué en quelques mois par un cancer de l'intestin grêle, mais ça fait quand même plus d'1 an et demi qu'il y a de drôles de symptômes. Les symptômes, c'est qu'il a toujours froid. Et les symptômes, c'est que manger, alors plus ça va, moins il mange. Une boîte de haricots, un petit truc comme ça. Et évidemment, c'est quelque chose de déglingué, mais on ne fait pas d'échographie ni rien à l'époque. Non, ce n'est pas un ulcère, il n'y a pas d'ulcère au l'estomac, donc allez, continue. Et donc, effectivement, là, dans ces dernières années d'existence, manger de la glace à la vanille, c'est le seul truc en gros qu'il pourra supporter. Donc il y a à la fois quelque chose du goût, mais de là à s'en moquer, faut faire gaffe. Alors évidemment, quand Sonia est là, on va dans des lieux auxquels lui ne va pas, mais quand vous voyez ces grandes salles, on y va par curiosité aussi. Peut-être que le Chives de Brooklyn vient d'ouvrir ça, et j'ai rien d'autre dans les lettres. Et ensuite, home, on revient à la maison. Fix, washing, c'est-à-dire, vous savez, donc il y a cette chambre avec le canapé là qu'il ne déplie pas, espèce de canapé, une place là où il roupille un peu la nuit, et 2 petites alcôves, dont une de ces alcôves servira, t'as le broc, t'as la cuvette, t'as peut-être quand même un robinet d'eau courante, je sais pas, on n'a pas le détail, enfin en tout cas, peut-être si on le trouve, on en parlera, mais qu'est-ce qu'elle fait? Alors là, dans la lettre, on l'apprend. Lui, qu'est-ce qu'il a fait? Il a posé probablement ses vêtements sont même restés dans une valise, dans des cartons. Sonia installe une penderie. Voilà à quoi on s'occupe. Et même, alors il y a une expression, ça il faut que je vous le dise parce que c'est trop beau. Alors, là où Sonia m'a installé toute ma réserve de vêtements dans l'alcôve est generally aided in promoting the habitability of the place. Faisons ce qu'il faut pour mettre en valeur la possible habitabilité de mon studio. Quand tu dis une phrase comme ça, elle a le temps de monter 3 étagères et ça dit bien comment est la répartition des rôles. Et vous voyez, là, ça s'arrête ici. The next day. Alors attendez, demain, ce sera le 12, on en parlera. Mais since your departure, donc là, on a quand même un gros paragraphe qui raconte là ce qui est noté là, un petit truc. Mais par contre, il ne parle pas de Chives. Ensuite, il y a quelque chose de très
très difficile de lire. Est-ce que c'est un M? Est-ce que c'est un W? Il n'y a pas encore Weird Tales. Attendez, hein, Weird Tales, on va y arriver. Help, on, copy, article. Alors là, c'est ça, peut-être la dernière strate. Vous savez que Lovecraft et Sonia se sont rencontrés à Boston, où Lovecraft, à l'époque, il y allait tous les lundis soirs, revenant au train de 1h du matin, faisant ses mots croisés là dans le train de retour à Providence. C'était 50 minutes. À l'époque, Boston-Providence, c'est tout près. Et ce United Amateurs, c'est évidemment à échelle de l'État, et c'est comme ça qu'il aura contact avec toute cette bande-là de Cleveland, de Loveman, et surtout Georgia Kirk, là, qui va avoir un rôle qui a déjà un rôle tellement important là, dans ce petit carnet. Et Sonia vient en tant que responsable nationale, parce qu'elle aussi écrit, cherche à faire de la fiction, et elle, oui, c'est pas parce que tu vends des fringues de luxe à New York que tu n'es pas quelqu'un qui souhaite là se mêler d'écriture, de réflexion. C'est aussi une densité de son personnage qui a peut-être un peu trop tendance à évacuer. Et cette année-là, donc quand Lovecraft vient à New York, c'est elle qui, en juillet dernier, juillet 1924, a pris la présidence de cette association qui englobe l'ensemble des unités État par État du United Amateur. Et si elle est la présidente, qui est le directeur éditorial de la revue? Eh bien, il s'appelle Howard Phillips Lovecraft. Alors, évidemment, il y a la maladie de Sonia, et peut-être aussi que les déboires du journalisme amateur, alors on les a aussi, moi j'ai ça rassemblé ici dans ce bouquin. Tout ça, c'est tout ce qui concerne Lovecraft, toutes les mentions, tous les articles, etc., dans ces 10 ans-là de journalisme amateur. Eh bien, Madame la Présidente, à l'automne, il y a cette catastrophe là, de crise gastrique, et puis tout l'hiver, maintenant, là, on va cheminer ensemble, et ça va être rude, mais nous, on va être avec eux là, pour faire ce chemin. Et donc, elle démissionnera, mais en juillet 1925, et on va sauter des numéros. C'est-à-dire que là, ils sont en train de préparer le numéro de l'été d'après. Alors, est-ce que là, je l'aide sur ce mot MAB, M-A-B. Allez, on va s'y coller tous ensemble. Mais là, en tout cas, même Yoshi, là, on passe discrètement. Sur quoi ils ont bossé? Sinon qu'il s'agit d'un article qu'il a fallu recopier. Mais est-ce quelque chose qui concerne Lovecraft? En tout cas, il n'y a rien là, pour l'instant ni de publié, ni en instance. Et on verra, donc, il y a cette nouvelle hypnose qui date de novembre 1923 et qui est là, prête pour que, en avril prochain, enfin, là, sur le cours là, de notre trajet, on ait Weird Tales qui paraissent, mais donc probablement, moi je pense à quelque chose lié au United Amateur, quelque chose signé de Sonia, et puis on le recopie, etc. Et cette petite truc, Sonia, retire, minuit et demi. Pareil, on en a parlé, puis il ne faut pas que je radote, c'est ça le problème, on a des tout petits trucs, mais qui s'organisent. Donc, dans ce Clinton Street, il y a donc, imaginez ces grands couloirs, dans ces gros bâtiments de briques. Et il y a des chambres qu'on peut louer. Chaque famille, là, où chaque locataire reçoit des amis, des gens, donc on a un certain nombre de petits studios qu'on peut louer à la journée, et c'est cette chambre qu'il a louée, une chambre meublée, pour sa tante Liliane, 2 nuits de suite. Et il dira à Liliane, j'ai pris la même chambre, j'ai pu avoir la même chambre dans laquelle vous étiez. Tu étais, bon, oui. Laissons ça, c'est au choix du client, ça dépend des jours. Mais en tout cas, Sonia ne reste pas à dormir là sur le petit canapé de l'alcôve. À minuit et demi, elle repart dans sa propre chambre. Quant à Howard Phillips Lovecraft, il continue de lire, avant lui aussi, and retire. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire de ça?
Donc voici mon petit PDF comme à l'habitude. Là, je vais le mettre en double page. Alors ça aussi, c'est une question pour moi. Je crois qu'en ce moment, je ferais plus... Bon, l'idée au départ, c'était de dire, voilà, on a toujours la même construction. C'est-à-dire, on a la transcription exacte, SH, retire, 1230, HPL, read and retire. Et puis, cette transcription-là, ben, moi, je la redonne ici, mise en français, mais chez la propriétaire, Madame Moran, pour le courrier de l'ancienne adresse, cimetière Glenwood, chez Childs, pour un chocolat chaud et une glace. Donc, je déplie la notation logographique. Et là, alors évidemment, je parle de Sonia, justement, quelques repères. Un petit peu là, juste ce que j'ai dit là sur ces conditions de santé. Donc voilà, ça, moi, c'est mon travail de rédaction, des choses qui ont été ébauchées déjà dès 2015, mais qu'évidemment je réécris complètement. Je sais que c'est l'enjeu, hein, c'est le marathon. Et toujours un petit article là du New York Times du jour. L'idée, c'était qu'au bout de l'année, j'ai donc un grand livre avec uniquement ça, les transcriptions, le dépli, le commentaire et l'article de journal pour avoir une espèce de grande fresque de New York là en 365 jours. Et puis depuis que je suis parti et qu'on le fait ensemble, il y a ces petits articles de journaux, et puis il y a ces trucs d'iconographie. C'est-à-dire, si tu dis, ils sont allés chez Chai, ils ont bu un chocolat chaud. Ah ouais, mais quand tu vois le menu, quand tu vois l'intérieur de celui de Philadelphie ou celui de Baltimore, je pense que maintenant, pour moi, ce serait peut-être ça le chemin. C'est-à-dire, pourquoi pas, par exemple, en fin janvier. On va faire l'essai de toute façon. Sortir un petit fascicule qui sera donc, là, les 31 jours de janvier, et à chaque fois en conservant là ce que j'ai repéré. Puis on verra où ça nous emmène, tout ça c'est mobile. Alors, ce que j'ai pris, j'y suis pas encore. On a des suppléments qui sont des suppléments magazines. Voilà, le jeu des mots croisés. Et ça, c'est bien leur activité, là, aux boys. Tiens, d'ailleurs, ça, faudrait que... Regarde comment je fais. Je fais un petit commande majuscule 4 et hop là, je fais une copie écran et je vais l'installer dans mon PDF. Dans la partie magazine, on a une caricature de H.G. Wells qui vient de faire une intervention, le grand auteur britannique, à propos en quoi dans les États-Unis la vieille culture anglophone est un petit peu menacée, et avec pour ce qu'on fait des American Schoolboy, parce qu'il était visionnaire, c'est pas le problème, mais vous voyez que ça réfléchit et que la littérature compte dans la réflexion. C'est ça, peut-être à quoi nous on s'est déshabitués. Et voilà ce que je voulais vous faire juste traverser. Alors, la reproduction d'images dans les journaux, évidemment que c'est un enjeu technologique. On verra ça au mois de mars. Un moment, là, en 1925, le New York Times va faire l'expérience d'envoyer la même photo à la fois à San Francisco et à Chicago, à 2 journaux partenaires, et la même photo va être publiée de façon simultanée dans 3 journaux. Quelle performance! Merci, les vieux câbles de téléphone. Et là, en tout cas, on a le dimanche une section, une page, 2 pages qui sont faites uniquement... Alors, c'est rare d'y trouver des choses vraiment intéressantes, mais tout d'un coup, on a des trucs militaires, des trucs d'avion, des trucs de sport. Là, ce qui compte, c'est que le New York Times, donc la presse quotidienne, commence une première mutation pour devenir des vecteurs d'images. Alors ça, par contre, quand j'essaye de faire des copies écran, après c'est extrêmement pixelisé. Je pense qu'il y a d'autres moyens. Il faudrait peut-être commencer à les collectionner sur eBay. Si je remonte un peu en amont, on va trouver ce supplément littéraire. Vous trouverez que de qui ça parle? De Lovecraft et de ses copains?
Non, ça parle d'Anatole France, ça parle de Romain Rolland, ça parle de Jean-Jacques Rousseau. Il y a vraiment une espèce d'inféodation. Alors voilà, celle-ci, par exemple, je l'ai reprise. Il vient de paraître une nouvelle édition de Poe en un volume. C'est pas Lovecraft a déjà une édition de Poe, c'est pas celle-ci, mais là, donc on n'est pas encore dans le supplément littéraire. Le supplément littéraire, voilà, par exemple, on veut qui sera le nouveau Voltaire de l'Amérique? La publication d'un nouveau tome de lettres de Jean-Jacques Rousseau. Voilà ce qui préoccupe le New York Times. Ça n'a pas des masses changé dans le ronron là, de nos presses ou radios, culture, littéraire, etc. John Donne, prose writer, etc. Et ce que j'ai pris aujourd'hui, comme là dans le petit PDF, c'est un article très discret. On va le retrouver, il est assez loin dans le journal, je crois qu'il est page 25, là, page 30, on va faire défiler les pubs. On est dans les rubriques faits divers. On a la page 23 de la partie actualité du journal. Juste avant, la page d'avant, je crois qu'il y avait quelque chose sur Chicago et sur la mortalité, sur la criminalité à Chicago. 39 meurtres, là encore en un mois. Vous voyez le contexte de ça. Et donc juste à cet endroit-là, alors il y a le mot béton. 1924-1925, la question du béton, et on a la chaux, du ciment sur une armature métallique, on est à peine dans le début. Et se souvenir que l'Empire State Building, il n'est même pas question encore pour l'instant de le construire. Vous savez, il y a ce livre tellement essentiel de Rem Koolhaas, c'est-à-dire un architecte néerlandais, New York Delirious New York. Il s'agit de quoi? C'est-à-dire comment sur Coney Island on a installé ces espèces de parcs de loisirs là, avec le petit étang au milieu, les manèges, etc. Et que ce modèle, parce qu'il y a une palissade, puisque les gens payent un mode d'entrée, on a divisé Manhattan en cases rectangulaires et que ce modèle de Coney Island, on l'a importé pour fabriquer les différents blocs de Manhattan. Et Manhattan, il y a un plateau rocheux, mais ce plateau rocheux, on a décidé tout de suite qu'il serait à poids constant. C'est-à-dire que vous pouvez démolir et reconstruire, contrairement à Chicago. À Chicago, prenez une rue, tous les âges de l'architecture là s'allongent le long de la rue. À New York, si on veut changer, on démolit. Il y a les barges qui s'en vont. Les barges, d'ailleurs, c'est un nom Bouchard. On voit, c'est toujours le nom Bouchard là, qui transite. On pèse les débris, là, les déblais que vous avez pris, et vous avez le droit de construire pour le même poids des déblais que vous avez enlevés. Donc New York se lève avec des angles comme ça qui sont définis par cet affinage au niveau du centre. Et New York est un chantier permanent mais à poids constant. Alors évidemment, on cherche à limiter tout ça. Et cet article, c'est celui que je vous ai traduit. Pour moi, c'est un petit peu l'horreur. New York, 11 janvier 1925. 2 hommes tués, un autre gravement blessé. Hier, quand un bloc de béton pesant 1 tonne s'est écrasé au sous-sol du Harvin Hall Hotel, un hôtel en voie d'achèvement au 310 de la 30e rue Ouest, depuis le 8e étage. Les victimes, 2 maçons. Et le Times a toujours un point d'honneur à donner les noms. Les 2 maçons sont Agostino D'Andrea, 23 ans, domicilié Washington Avenue à Brooklyn, évidemment, et Joseph Castiglione, d'où ça vient ce nom-là aussi, 38 ans, domicilié Prince Street. Maurice Mandelbaum, domicilié 100e rue Est, le Bronx, a été transporté à l'hôpital Bellevue dans un état grave. Une centaine d'ouvriers présents dans le bâtiment ont été pris de panique pendant 1 minute quand le bloc s'est écrasé de toute la hauteur, emportant les malheureux jusqu'au sous-sol. Le bloc de béton qui s'écroula était une portion de plancher de 3 mètres carrés que les ouvriers pensaient avoir sécurisé. C'est de leur faute? Non, on nous explique bien là que D'Andrea et Castiglione étaient engagés avec des brouettes quand la dalle a basculé, précipitant, donc ils ont été avalés là,
dans 8 étages avec les tonnes de béton jusqu'au sol, enterrant d'Andrea et Castiglione sous les gravats, le sable, les restes d'échafaudage. Il a confirmé qu'aucune négligence criminelle n'était responsable de l'accident qu'il attribue à une surcharge de sable au 8e étage. On va finir là parce que toujours dans le Times, il y avait ces deux. Alors voilà l'article en question, et plus haut, on fait des appels à investisseurs. Qu'est-ce qu'on construit? Ça ressemble à quoi ce qu'on construit? Si on veut s'élever en hauteur, eh bien, on a la contrainte là de dégager une sorte de chanfrein. Et voilà, New York est en pleine expansion, mais pas l'expansion encore de ce qu'on nommera gratte-ciel. Et quand vous vous baladez dans les rues à New York, évidemment, ces trucs avec ces petits frises, là, qu'est-ce qu'on admire. Et il y en a plein encore de ces bâtiments, mais c'est évidemment un business market. Et ce business market, bon, il y en a une autre page, là, c'était vraiment sur une double page. Là, c'est plutôt les rues, les habitations de luxe, etc., etc. Puis voilà, de l'autre côté, les gars qui les construisent, les logements pour les riches. Voilà, c'est déjà bien assez pour aujourd'hui, parce que la grande tâche aujourd'hui, c'était de donner sa place dans ce petit journal à Sonia. À demain.